parce que de toute façon, ça va être, il y a juste quelques slides pour vous présenter un petit peu la plateforme puis imager, puis ensuite on va aller directement dans le workshop. Fait que ça va être un petit peu différent de l'année passée, dans le sens où je vais peut-être moins faire d'applications sur des images concrètes que les gens ont. Je vais y aller avec des images démo. Par contre, on va aller un petit peu plus en profondeur dans les différentes choses qu'on va faire. Euh, Fait qu'en gros, ben, je me présente, je m'appelle Alexandre Bastien, puis dans le fond, moi, j'ai travaillé plusieurs années en reproduction dans le labo de Claude Robert. Peut-être pour ça que je suis invité au RQA. Maintenant, je suis responsable depuis 2021 de la plateforme de microscopie de l'IBIS, dans laquelle il y a un TEM, un SM, un microscope STED de super résolution, confocal, quelques microscopes à fluorescence, etc. Fait que je sais pas si je peux enlever ça ici pour que. Ouais, comme ça, vous allez pouvoir tout voir. OK. Donc, c'est ça, ce que j'ai fait par le passé, c'est de la biophotonique au COPL, où on regardait des bactéries comme ça qu'on pouvait insérer dans des pipettes, avec un laser, on pouvait avoir accès au cytoplasme à l'intérieur, puis le contrôler avec des amplis de patch clamp, là. Fait que c'est le genre de montage que j'ai fait par le passé. Puis ensuite, j'ai travaillé avec Claude pendant plusieurs années. Nos microscopes qu'on a à l'IBIS, on a un Leica SP8, un SEM de Géol, un TEM de Géol qui est un 200 kilovolts qui, à ma connaissance, est le plus performant dans la région de Québec. On a aussi plusieurs microscopes à fluorescence et un STED. Puis les services qu'on offre, c'est de la préparation d'imagerie pour TEM, pour SEM, fait qu'on peut couper les échantillons, les mettre en résine, les colorer avec l'uranium, faire de la cryofracture, de la métallisation, du critical point drying, des choses comme ça. On a aussi une plateforme d'histologie dans laquelle on fait des coupes en paraffine ou en section cryo dans l'OCT. On peut faire des colorations H&E, des colorations spéciales, des smears de bactéries, toutes sortes de choses. Fait que venez nous voir si vous avez des questions ou si vous avez des échantillons à préparer ou des images à faire sur notre plateforme, ça va nous faire plaisir. Quelques petites images types là, de ce qu'on peut faire en microscopie électronique et quelques images ici qu'on a faites récemment en microscopie optique. Dans le haut, c'est surtout de l'histologie, un peu de confocal. La dernière image en bas, c'est Marie-Pierre Bouchard au STED qui a eu des bons résultats la semaine passée. Fait que je me suis permis d'en mettre une comme ça. Fait que c'est ça, je vous parle un petit peu de Imager aujourd'hui. Imager, c'est un très vieux logiciel. Pour vous faire la petite histoire rapidement, Wayne Rasband est arrivé au NIH aux États-Unis au début des années 70. Et puis éventuellement, il a travaillé sur un logiciel pour gérer les images des microscopes qui étaient produits là-bas dans les années 80, qui était sur Mac, qui était sur un des premiers Mac. Et puis, ben, le logiciel qu'on va travailler avec aujourd'hui, ça reste encore une évolution organique de ce très, très vieux logiciel qui est finalement un patchwork, là, une courte pointe de plein de morceaux faits par beaucoup de bénévoles à travers le monde. Euh, Si on regarde au fil des années, l'utilisation de ces logiciels-là, c'est environ 30 000 téléchargements par mois, 380 000 consultations des forums à chaque mois. Fait que c'est un incontournable. C'est, je pense, le logiciel d'imagerie le plus cité dans tous les articles scientifiques. Même si c'est très vieux, puis des fois un petit peu difficile on ne sait pas comment disons, l'aborder, parce que c'est peut-être un peu moins intuitif comme ça a été construit par beaucoup de gens de façon organique. Fait qu'on va passer maintenant au workshop comme tel. N'hésitez pas à m'arrêter. Honnêtement, j'aimerais mieux que ça soit le plus interactif possible. Puis je sais que j'ai tendance à aller rapidement dans mes explications. Fait que s'il y a des bouts que vous n'avez pas compris, que vous n'êtes pas capable de refaire de votre côté, arrêtez-moi.
ou lever la main. Peut-être William pourra donner la parole, je ne sais pas trop. Puis ben, je vais ralentir sur les explications ou je pourrais les adapter, par exemple, à votre cas de figure précis qui vous concerne le plus. Fait que voilà pour la petite présentation. Fait qu'on va commencer avec le workshop comme tel. Fait que ça se veut une introduction. Donc, on va couvrir l'installation, comment ouvrir les images, comment voir un peu quel type d'image on a, est-ce qu'elle est correcte ou pas, puis quel type de mesure on est capable d'aller sortir de là si on veut faire des mesures sur notre image comme telle. Pour installer Imager, je vous recommande pas Imager, c'est quand même étrange, mais je vous recommande Fiji, Fiji.sc. Ils vont l'appeler une distribution Batteries Include. Fait que en fait, c'est la même chose que Imager, c'est juste qu'il y a tous les plugins ben, une belle sélection de plugins de préinstaller, un système de mise à jour et tout. Fait que vous y allez avec ce site-là. L'installation est plutôt particulière parce qu'elle ne se fait pas quand vous allez avoir un fichier qui ressemble à ceci, puis à l'intérieur du fichier, il n'y a pas d'installeur. Donc, on va juste copier le fichier à quelque part sur son disque, puis on l'exécute directement. Puis je vous recommande de ne pas le copier dans Program Files. Si vous faites ça, vous magasinez des problèmes parce que c'est l'endroit où, par exemple, Windows va installer des choses, mais avec des droits d'accès. Puis là, comme il n'y a pas d'installeur, ça ne marche pas. Donc, on peut le copier directement sur le disque C, par exemple, si vous êtes sur Windows. Moi, c'est ce que je fais. Fait que je l'installe directement comme ça. Je vais avoir mon dossier là. Et puis, les mises à jour vont se faire direct à partir du logiciel comme tel. Euh, Fait que c'était ça la différence entre bon, Imager et Fiji. Maintenant, ben, de quoi ça a l'air ça? Ça ressemble beaucoup au vieux logiciel que je vous ai montré qui date des années 80 avec quelques boutons qui ont l'air de dater un peu. Euh, L'apparence est très simple, c'est juste une espèce de barre parce que ça hérite du vieille interface des Mac de l'époque. Donc, on a juste une espèce de barre d'outils dans lequel il y a les nombreux menus. On va avoir une rangée d'outils au centre qui peuvent être programmés. Toute la partie à gauche, c'est le fixe. Puis la partie à droite, on peut les changer avec les custom tools qui sont là. Au bas, vous allez avoir la barre de statut qui vous indique qu'est-ce qui se passe. Et puis une fameuse barre de recherche dans laquelle on peut, par exemple, taper un peu n'importe quoi. Si je veux faire un threshold, par exemple, ici, euh, je suis capable d'aller ouvrir différents raccourcis à partir de la barre de recherche. Les menus ont la fâcheuse, disons, habitude d'être assez lourds et pêle-mêle, surtout les menus des plugins. Donc, je vous conseille le plus possible d'utiliser la barre de recherche si vous êtes capable. En gros, c'est ça. Vous allez voir qu'il y a des raccourcis un peu partout. Et puis les raccourcis, bon, il y a souvent contrôle décrit devant, mais une particularité de Imager Fiji, vous n'avez pas besoin de faire le contrôle. Fait que si par exemple, je ne sais pas, moi je veux faire une mesure, je vais juste faire M, j'ai pas besoin de faire contrôle M. Si vous voulez changer ce paramètre-là, c'est possible de le faire dans les options MISC ici, puis de rajouter cette option-là ici. OK. Si par exemple ça interfère avec d'autres raccourcis que vous avez déjà sur votre système. Bon, voilà pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est s'assurer qu'on a les bons plugins quand vous venez de faire l'installation. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est faire Update ici. Puis dans Update, ben, il va déjà scanner, voir s'il y a des updates à faire. Là, on voit qu'il y a déjà un update à faire en ce moment que je ne ferai pas pour l'instant. Vous allez voir ici dans Manage Update Site, vous allez pouvoir inscrire quel site collaboratif vous utilisez pour les updates. Il y en a beaucoup qui sont gérés par la fondation de Fiji et d'Imager comme tel, mais beaucoup, beaucoup finalement sont gérés par des universités indépendantes, des groupes de recherche qui ont développé du contenu puis qui le distribuent de cette façon-là. Entre autres, l'IBIS, si vous tapez ici IBIS,
Vous avez nos plugins qui sont là, qui ajoutent le petit bouton U-Laval ici dans lequel il y a plusieurs raccourcis. Je vous recommanderais d'installer celui-là, bien sûr. Je vous recommande aussi d'installer celui du CNRS qui permet d'activer les action bars qui sont vraiment pratiques et Image Science, celui-là ici. Donc, une fois que vous avez ces trois plugins-là d'installer, normalement, vous allez être capable d'exécuter pas mal tout ce qu'il y a dans la démo en ce moment. Euh, donc, pour ouvrir une image, comment on fait? Évidemment, File Open, c'est assez facile. Par contre, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? Ça serait juste de glisser notre image. Fait qu'on peut prendre une image comme ça, la glisser sur la barre de statut, puis là, elle va s'ouvrir directement. OK? Euh, Excuse-moi, oui. Alexandre, j'ai une question de Ludmila. Tu peux poser ta Mhm, question. You can ask your question, Ludmila. Uh, Wait, désolé. I'm connecting with my colleagues here. So my name is Mizan. So I have questions about that. So we always have to, for like immunofluorescence things, we always have to update um, on image science. mhm. Okay, so it's for, we always have to use that, right? There is no difference. Image Science, you mean the update site? Yeah, the update sites. Yeah, sorry. Okay. So image science give you some because there's some dependence of the plugin that depend like each other depend of another part of another update site. So the one we provide at Ibis depends on Action Bar, and some of the plugin in the Action Bar also depend on image science. The action bar is the one at the CNRS. If you over on it, I think they recommend to activate image science too, but it's not mandatory though. Okay. Oh, Okay, okay. Okay. Thank you, sir. so those will be useful. I'll try to get to that point at the very end of the presentation where I do present way to do your own plugin or macros and try to package them in Action Bar. Because Action, maybe I could really just skip to that really fast and I'll come back later. Um, so I'll try to show you what an Action Bar is. So that's one here. It's oops, this one is a link, sorry. So I'll get to it. Uh, so this one is actually in the plugin folder of ImageJ, which is that folder there, and I've put it here. So I call it test action bar, and it's just a demo that I've made for the presentation today. So it's a small macro where you can put any macro command in here, and you can split those and allocate those command to buttons. So if I run this one, we have now this gray bar here with different buttons. So this is brightness and contrast that will open that window for me. Uh, can I? Okay. So these are this is the action bar. That does it explain the reason why I put those update sites? Is that okay for you? Yeah, 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 yeah. I understood. I understood. Okay, thank you Okay, so much. okay, good. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui parlent pas français? Désolé. J'ai pas l'information dans le lien d'inscription. Si je regarde rapidement les... Ouais, c'est dur à dire par les noms. Ben, si personne en fait le OK. mentionne, on peut continuer en français, mais tu sais, don't hesitate to ask question in English if you have. Ouais, c'est ça, fait qu'on va y aller en bilingue passif, là, disons. Donc, c'est ça, on continue comme ça.
Fait qu'une fois qu'on a les update sites installés, on peut avoir une installation qui est prête à utiliser. Fait que là, j'étais rendu à ouvrir des images. Si par exemple, vous voulez ouvrir une image d'un format propriétaire, disons les CZI, qui sont le format Zeiss, vous avez juste à glisser sur votre barre. Et puis là, au lieu de s'ouvrir directement, ça va faire appel au plugin Bioformats, où là, on a une foule de menus qui permet, dans le fond, d'ouvrir l'image de façon spécialisée. OK? Si vous passez votre souris sur les différentes options, vous allez voir dans le panneau d'information à droite qu'est-ce que ça fait. Je ne vais pas passer au travers de toutes les options, mais je vais en montrer quelques-unes. Virtual Stack, si vous ouvrez par exemple des mosaïques ou des très gros Z-Stack ou des images qui sont très lourdes, on parle d'images par exemple qui ne rentreraient pas dans votre mémoire vive. Fait que typiquement au-dessus de 16 ou 32 gigas, ben dans ce cas-là, utiliser le Virtual Stack, ça va permettre dans le fond de lire sur le disque dur au lieu d'essayer de tout mettre dans votre mémoire vive. Ça permet d'ouvrir une série complète. Si on a plusieurs, par exemple, si on a une mosaïque avec plusieurs images à l'intérieur, puis on veut toutes les ouvrir d'un seul coup. Split Channel qui permet de séparer les canaux de couleurs en différentes images. Ici, ben, ça, c'est le mode de visualisation par défaut en composite. Puis Autoscale, il va essayer de faire un, finalement une mise à l'échelle des intensités automatiquement. Donc, pour, euh, pour que ça soit juste correct, brillant, là. Fait que là, l'image va s'ouvrir comme ça. OK? Fait que c'était les différentes façons d'ouvrir l'image. Si ça ne vous tente pas d'avoir ce menu-là à chaque fois, puis que vous avez très souvent à aller dans, par exemple, ouvrir des CZI ou le format LIF de Leica, vous aimeriez ça qui utilise tout le temps les mêmes settings. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est aller dans Bioformat ici, puis dans le plugin de configuration, ici, vous pouvez lui dire d'ouvrir de façon silencieuse euh, ici avec l'option Windowless. Fait que là, on peut choisir laquelle des extensions qui s'ouvrirait sans poser de questions. Par exemple, si je veux que les CZI s'ouvrent sans poser de questions, je vais aller sur Zeiss CZI, puis ici, je vais cocher Windowless, puis la prochaine fois que je vais l'utiliser, il va s'ouvrir directement en gardant les paramètres précédents là, sans me poser la question. D'ailleurs, vous pouvez voir ici la quantité phénoménale de travail que l'équipe de Bioformat ont fait pour ouvrir tous les formats propriétaires, différentes caméras, différents microscopes, autant en électronique qu'en optique. Là, il y a beaucoup de travail qui a été fait de leur côté. Fait qu'en gros, c'était ça pour ouvrir les images. Je vais faire une petite démo ensuite pour importer une séquence. On va y aller. On va Euh, commencer par l'exporter, puis ensuite l'importer. J'ai une Alex, question? avant que tu Oui. poursuives, ouais, il y a une question de Marilou. Tu Oui. peux aller, Marilou. Ah, Est-ce que Fidji est capable d'ouvrir les formats SV? Oh, ça l'a coupé. Je n'ai pas entendu ta question au complet. Pardon, j'ai pas compris, il y avait un appel qui rentre en même temps. OK. Ça a coupé quand tu as parlé, fait que j'ai pas compris non plus. Les OK. formats S, il me manque les autres lettres. VS. SVS qui sont, mon Dieu, j'ai aucune idée. On va aller voir. Qui sont de quelle compagnie? Axioscan. Bon, pour les. Ouais, c'est-tu comme un scanner de lame, ça? Euh, Ça vient de la plateforme d'histopathologie pour notre part. Les formats, si c'est des numériseurs là, dans lesquels tu as, par exemple, une lame complète qui a été scannée, je ne recommanderais pas Imager puis Fiji pour ouvrir ce type de format-là. Parce que c'est très lourd, puis ils sont en train tranquillement d'intégrer les images de type pyramide. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il y a une façon de faire une recherche sur le S dans Axio. Ouais, Apereo SVS. Ça serait ça?
Oui. Ouais. Fait que ça le fait, mais honnêtement, si vous avez des fichiers très lourds, je le recommanderais pas. Il existe un meilleur logiciel pour ça qui s'appelle QPath, ici. OK? C'est un système de QPath, c'est un logiciel de pathologie qui gère très bien les images de type pyramide. OK? Une image de type pyramide, c'est une image, tu sais, qui va être vraiment grosse, là. Par exemple, si on scanne à 20 ou à 40x une lame d'histologie complète, des fois, on va se ramasser avec une image qui va faire 30, 40 gigs. OK? Puis Fiji va essayer de la mettre au complet dans la mémoire, ce qui n'est pas souhaitable. Ou sinon, il va te donner un choix, il va te dire, ben, ouvre une version moins grosse de ton image, parce que les fichiers pyramides, dans le fond, c'est comme une série d'images, puis qui n'ont pas la même résolution. Fait que là, tu peux ouvrir une image qui est moins grosse. Mais là, c'est plate de travailler avec l'image qui n'est pas la meilleure. Euh, Dans ce cas-là, si tu utilises QPath à la place, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va ouvrir l'image de basse résolution, puis de façon dynamique, quand tu vas zoomer sur un noyau, par exemple, que tu veux voir en haute résolution, là, il va juste aller chercher une parcelle de l'information en haute résolution. Fait que tu vas avoir comme le basse résolution puis le haute résolution dans la même image de façon dynamique avec QPath. Est-ce que ça Parfait. peut répondre à la question? Oui, Mais sinon, merci. mal pris, ben, visiblement, ça le fait, mais je ne suis pas sûr que ça va bien le faire, par exemple. Tout ce qui est all slide scanning là, sur Fiji, c'est pas facile encore. On a déjà fait des projets dans ce genre-là, puis c'est ça, ça demande quand même de l'effort. Des fois, ça fait planter. Il faut le plus souvent possible utiliser le Virtual Stack pour éviter que ça plante. Je vais vous montrer comment un peu le faire tantôt. C'est bon? Fait que je vais continuer, dans le fond, avec les façons d'importer des séries. Si on veut importer plusieurs images qui seraient côte à côte, OK? On va se faire un nouveau dossier ici que je vais juste appeler test. Et puis, on va ouvrir un sample. Fait que je vais essayer tout au long de la formation d'ouvrir des samples ici que tout le monde a accès, en fait. Fait qu'ils ne sont pas des images à moi, c'est des images qui viennent avec ImageG. Et comme ça, on peut faire les démos avec ça. Fait que on va ouvrir juste un instant. Ouais, la Confocal Series. Celui-là ici. OK. Fait que là, on a une série comme ça, qui est une série pluriconfocale avec deux canaux. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la sauvegarder de façon séquentielle. Fait qu'on va faire File, Save As, Image, Séquence. OK. Puis je vais aller la placer dans mon dossier que je viens de faire. Dans le test ici. OK. Puis là, vous allez voir, on aura une suite de fichiers. Fait qu'un fichier pour le canal rouge, un fichier pour le canal vert, séparé. Et ça pour toutes l'épaisseur du Z-stack. OK? Fait que on a 25 tranches fois 2. Fait qu'on a 50 images. OK? Dans certains cas, là, les plus vieux microscopes ou des systèmes, par exemple, qui ne seraient pas compatibles avec Bioformat pourraient, la plupart du temps, peuvent vous faire des TIFF de façon séparée comme ça. Là, si vous êtes pris avec un paquet d'images comme ça que vous voulez réimporter, on peut faire Import image séquence. OK? Fait que là, on va aller choisir le dossier que je viens de créer, qui est juste ici, en test. OK. Fait que je vais choisir ce dossier-là. Je vais dire importe les 50 images. Ici, si j'en avais des milliers, par exemple, je pourrais utiliser Virtual Stack pour ne pas les importer. Puis seulement, dans le fond, importer un preview, puis laisser tout le reste sur le disque, puis juste importer à la demande. OK? Là, je ne le ferai pas. On va toutes les mettre. Euh, Fait que là, on a toute notre série comme ça. Par contre, vous allez voir, ça alterne entre les deux parce qu'il n'y avait pas de façon de savoir lequel était le canal 1 puis le canal 2. Donc, si je veux régler ce problème-là, je vais aller dans HyperStack.
ici, puis on va faire stack to hyperstack. OK? Fait qu'un stack, c'est une pile d'images. Puis un hyperstack, c'est vraiment une image de haute dimension, qui serait par exemple plus que 3D. Donc 3D, on a X, Y, Z. Puis plus que 3D, ben, on a X, Y, Z et temps, par exemple, ou X, Y, Z et différentes couleurs, canaux. OK? Fait qu'ici, dans hyperstack, je vais faire stack to hyperstack. Je vais lui dire maintenant qu'on n'a pas juste un canal, on en a deux. Et puis, j'ai pas 650 images, en fait, j'en ai 25. OK? Fait que là, maintenant, il va m'avoir placé juste mes images en rouge comme ça ici. Puis ici, mes images en vert. Maintenant, si je veux visualiser ça de façon composite, voir les deux en même temps, parce que là, c'est comme si j'avais une pile d'images rouges, une pile d'images vertes qui était superposée. Moi, je veux voir tout le kit en même temps. Je vais aller dans Color, puis Channel Tool. Fait que ce petit outil-là, on va le laisser ouvert presque pendant toute la présentation. Ça va nous permettre d'allumer certains canaux ou de passer d'un à l'autre. Si je me mets en mode composite, ici, ben, je vais pouvoir voir les deux. C'est bon. Euh, je pense que j'aurais le goût de vous montrer tout de suite quelque chose par rapport à Channel Tool. Euh, ouais, non, ça viendra plus tard. OK. Euh, donc, disons que j'ai beaucoup de fenêtres, puis je veux organiser mes fenêtres. Par exemple, si ici, j'ai envie de, tiens, on va convertir ce stack-là en RGB color, comme ça. Euh, OK. Donc, ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai plus une image de type 16 bits comme j'avais. Si on la rouvre là, pour comparer les deux, là. Pourquoi? Ou c'était 8 bits. OK. Fait que ici, j'ai une image de type 8 bits. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est deux images superposées, une rouge puis une verte. Alors que si j'ai une image de type RGB, RGB, c'est aussi 8 bits, sauf qu'il y a tout le temps trois canaux, puis les canaux sont fixes. C'est-à-dire qu'ils sont rouge, vert, bleu. Puis c'est de cette façon-là qu'on représente une image standard en couleur. Fait que si par exemple je voudrais faire du jaune, ben, je mettrais du rouge et du vert pour faire du jaune. Tandis qu'ici, on a plutôt des calques sur lesquels on peut attribuer les couleurs qu'on veut. C'est par exemple, sur mon canal rouge, finalement, si je ne le veux pas rouge, je vais aller dans les lookup tables, je vais lui demander d'être magenta, puis je peux aller sur le vert, puis lui, je peux le rendre cyan, par exemple. OK? Ici, dans une image RGB, je ne peux pas faire ça. Donc, ça, c'était juste un exemple comme ça. Je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de fenêtres. Donc, si je prends mon stack comme ça, puis que je le sépare en plusieurs fenêtres, fait que je vais convertir le stack en plusieurs images. Je me ramasse avec trop de fenêtres comme ça. Là, je ne sais pas comment les gérer si je veux regarder des images côte à côte. Je vais aller ici dans Windows. J'ai accès à toutes mes fenêtres directement. Je peux faire Tile. Fait que là, ça va les placer une après l'autre comme ça. Euh, de sorte que je puisse les comparer si je veux. Je peux faire aussi cascade pour les empiler comme ça de façon plus compacte. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de fenêtres. Puis là, il faudrait que je les ferme une par une. Ça va prendre des heures. Je peux aller ici dans File et Close All. OK. Donc, c'était ça pour la gestion des fenêtres. Je vous ai pas mal déjà parlé de bioformat, fait que je vais sauter cette petite étape-là. Fait qu'on serait rendu plutôt à gérer finalement, à regarder finalement la qualité d'une image, à voir si elle a la bonne dimension, bonne profondeur de couleur, si elle est calibrée correctement, etc. OK. Fait qu'on va ouvrir ici l'image mitosis, qui est dans les samples ici, euh, qui est un stack en 5 dimensions. Euh, je vais le voir en gros comme ça. Donc, on a dimension de couleur, dimension Z, dimension de temps et dimension X et Y, ce qui nous fait nos 5 dimensions. Si on regarde, si on regarde en Z, on voit que c'est très saturé ici. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Image, Adjust Brightness Contrast.
ou avec le raccourci majuscule C, ici. Puis on va aller réajuster le rouge. OK? Fait que je peux faire auto comme ça, ou même reset pour utiliser toute la plage. Puis là, ça l'a fait seulement sur le rouge. Si je me déplace sur le canal vert, je peux le faire aussi pour le canal vert. OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ça ici, en fait? Ben, je pourrais vous expliquer d'abord pourquoi c'était trop saturé, le rouge. C'est quand on ouvre une image par défaut, il va s'ajuster sur les pixels qui sont disponibles. Par contre, si on est un stack, il va regarder seulement le premier frame. Puis là, les pixels rouges apparaissaient un peu plus loin, ils n'apparaissaient pas bien sur le premier frame en Z. On voit sur le premier frame comme ça, il n'y a pas grand-chose. Puis plus loin, là, c'est plus brillant. OK? Fait que, bon, à partir de ça, ben, on va juste observer notre image, voir c'est quoi son format, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. OK? Fait qu'on voit dans le haut ici la petite barre de statut qui est en vert, parce que je suis sur le canal vert. Si je suis sur le canal rouge, on va voir ici que le C, c'est 1 de 2. Le Z, ça indique que je suis sur la troisième slice en ce moment. Puis le T, c'est le temps. On la voit ici. Est-ce que vous arrivez, tout le monde, à voir, là? Je ne sais pas si sur vos écrans, c'est trop petit ou c'est correct. Non, ça semble bien. OK. Oui. Fait qu'on a la taille de l'image ici. Fait que c'est une petite image de 15 microns par 17 microns. Elle est déjà calibrée parce que j'ai des microns ici. Si elle n'était pas calibrée, j'aurais seulement des pixels. J'aurais seulement cette information-là qui est entre parenthèses, qui est le nombre de pixels. Ensuite, j'ai le nombre de bits. Quand j'ai des bits d'inscrits comme ça, même si je vois de la couleur, en fait, ma couleur, c'est parce que je suis en composite. Je pourrais être, par exemple, en grayscale, puis mes vraies données, c'est plutôt ces données-là ici. C'est des données en grayscale qui représentent l'information de l'image, puis l'information de l'image est en 16 bits. Là, juste pour votre info, 8 bits, une image 8 bits, c'est 2 à la 8. Donc, on peut avoir comme type de valeur de 0 à 255. 2 exposés en 8, c'est 256. De 0 à 255, tandis qu'en 16 bits, le maximum, c'est 65 535. Je vous recommande fortement de toujours utiliser le 16 bits sur vos microscopes quand vous le pouvez pour être capable de faire des bonnes analyses. Après, il y a une énorme différence entre les deux pour l'analyse, alors qu'il y a juste le double de la taille du fichier. On peut aller voir les différents types ici qu'on a, là. Fait que 8 bits, 16 bits. 32 bits, c'est un cas à part. 32 bits, c'est pas 2 à la 32, c'est plutôt finalement un chiffre décimal. Fait qu'on peut utiliser finalement n'importe quelle valeur. Tandis que 2 à la 8, ben, on est contraint d'avoir des valeurs de 0 à 255. En 32 bits, on peut utiliser n'importe quelle valeur, puis il va utiliser une précision de décimales de 7-8 chiffres qui va correspondre à peu près à 32 bits de précision. OK. Le dernier que vous allez utiliser, c'est RGB Color. RGB Color, c'est une façon de présenter votre image quand vous avez terminé. C'est pas pour faire de l'analyse. Donc, c'est vraiment une fois qu'on veut la montrer, la mettre dans un PowerPoint ou quelque chose comme ça. OK. Fait que je vous recommande tout le temps, quand vous commencez avec une image, de jeter un coup d'œil à ce que vous avez en haut ici pour savoir sur quel type vous travaillez. Et mon Dieu, je ne vais pas assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut calibrer une image qui n'est pas déjà calibrée? Celle-ci est déjà calibrée. Euh, je vais ouvrir dans les samples, leaf comme ça. Vous allez voir une image qui n'est pas calibrée. Si je veux faire des mesures sur cette feuille-là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller, ici j'ai une barre d'échelle. OK? Fait que je vais aller prendre une mesure avec un outil linéaire comme ça. Par exemple, on va se mettre 1, 2, 3, 4, 5 cm, comme ça. Et puis, on va aller dans Set Scale ici, dans Analyze, Set Scale. Puis ici, ben, déjà, la distance en pixels, il la connaît parce qu'on l'a mesuré. Fait qu'il a pris l'espèce de barre jaune qu'on a faite. Fait que nous, on sait que cette distance-là, c'est 5, puis l'unité, c'est des centimètres. OK, fait que je vais faire OK ici. Et maintenant, j'ai une image qui est calibrée. Fait que là, je peux, par exemple, aller sur ma feuille, puis
décidé d'aller, je sais pas, faire une mesure de la largeur de la tige, puis voir elle faisait 0,16 cm, par exemple. OK? La plupart des microscopes, vous avez accès à des lames micrométriques. Fait que vous pouvez faire, si jamais votre microscope n'est pas calibré, ben, vous pouvez faire une photo de votre lame micrométrique, puis garder ça à côté, puis ensuite calibrer vos images. C'est toujours possible. Euh, bon, on est rendu finalement à parler des couleurs, types d'images. J'en ai déjà parlé un petit peu tantôt du composite puis du channel tool ici. Je vais vous montrer une dernière affaire qui est importante, c'est le Composite Max. On va ouvrir encore, on va ouvrir celle-ci, les neurones. Comme ça, si on se met en composite, l'image ressemble à ça. Là, on a 5 couleurs en même temps. Même si je ferme, bon, la cinquième, c'est un DIC, fait que c'est comme un champ clair avec un petit peu plus de contraste. Même si je ferme la cinquième, on voit qu'au centre du neurone, c'est très intense parce que là, toutes les couleurs s'empilent, ça va devenir blanc. Fait que quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est au lieu d'utiliser le mode composite, vous pouvez utiliser le mode composite max. Le mode composite max, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va s'assurer de ne pas dépasser une valeur totale de 255, même si les lookup tables sont différents, sont pas du RGB. OK? Typiquement, quand vous utilisez juste 3 couleurs, vous allez avoir rouge, vert, bleu. Là, ça ne fait pas de différence d'utiliser Composite Max. Mais si vous utilisez d'autres couleurs que rouge, vert, bleu, comme le cyan, le magenta, ben là, c'est par exemple le magenta, ça va être une composante de bleu et de rouge. Fait que le magenta, c'est comme une couleur tierce. Puis quand on les additionne, ben, ça peut dépasser le maximum. Avec Composite Max, on est capable de faire des meilleures images, même si on a plus que 3 couleurs, puis qu'on a des lookup tables qui sont particuliers. Quand je parle de lookup table, c'est ce bouton-là ici. On peut toujours les changer. C'est la table de couleurs qui est associée au canal qu'on a. Fait que si, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux changer le bleu ici, puis j'aimerais ça le mettre en cyan, je peux le faire comme ça. Puis là, je vais revenir sur mon image composite max comme ça. Puis là, maintenant, mes petits grains le long des axones sont en cyan. Fait que faites attention, une image qui est une image composite, c'est pas une image RGB. Une image RGB comme ça, elle est différente. Puis par exemple, on peut pas. D'abord, elle va être en 8 bits par canot. Puis ici, on n'est pas capable de retrouver les 5 canaux séparément. On a juste 3 canaux qui sont dans l'image RGB. Fait que utilisez pas RGB, en gros, à moins que vous faites une présentation PowerPoint puis que c'est juste pour présenter, c'est pas pour faire des analyses. Euh, en gros, c'est ça. Je vous explique maintenant des choses qu'on a ajoutées dans le plugin de l'IBIS ici que vous pourrez utiliser. C'est des façons de gérer le gamma. Dans Imager, malheureusement, il n'y a pas d'option pour gérer intelligemment le gamma. Le gamma, c'est une correction non linéaire de la brillance. Si on veut en faire, il n'y en a pas. Fait que c'est quelque chose qu'on a rajouté à la plateforme pour que les gens puissent l'utiliser. Je vais ouvrir ici une image d'une galaxie. Je sais que ça ne correspond pas du tout à vos intérêts. Par contre, vous allez probablement avoir des cellules qui sont très brillantes à côté de cellules qui ne sont pas brillantes. Fait que le cas de figure va parler de soi, là, vous allez voir. OK? Fait que je vais traiter cette image-là de 4 façons différentes. Donc, on va se faire des copies. Fait qu'ici, je vais faire image duplicate ou bien majuscule D. OK, comme ça, pour faire des copies de l'image. Et je vais m'en faire 4 copies. OK. La première, je vais la laisser non traitée. La deuxième, je vais la traiter seulement avec le brightness puis le contraste comme c'est ici. OK? Fait que je serais supposé de voir des galaxies, mais en ce moment, je vois juste 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc, si je veux arriver à voir la galaxie, ben, je peux baisser, par exemple, mon maximum dans la fenêtre brightness et contraste, comme ça, pour réussir à voir la galaxie. OK, là, j'espère que vous le voyez aussi bien que moi à votre écran.
Si on voit que le fond il commence à être trop gris, je peux monter le minimum pour aller couper une partie du fond pour avoir une plus belle galaxie. Quelque chose comme ça ici. Ou pas si je veux m'assurer de vraiment utiliser toute la plage. Deuxième outil, là, si vous remarquez au centre, l'étoile, j'ai perdu pas mal de définition sur cette étoile-là. Je suis plus capable de savoir sa grandeur vraiment. Je suis plus capable d'avoir d'idée de la texture du point parce qu'on a vraiment saturé toute l'information qui venait de là. Quand je dis que c'est saturé, c'est que ça dépasse le maximum qu'on peut voir à l'écran. Fait que c'est comme si c'était blanc égal partout. Et qu'est-ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser du gamma. Il y a une façon dans Imager d'utiliser le gamma avec maths puis gamma, sauf que si vous utilisez cette façon-là, c'est destructeur. Ça va changer votre image de façon permanente, puis on ne peut plus revenir. Moi, j'ai trouvé une autre façon de le faire, c'est de changer la lookup table pour qu'elle soit non linéaire. Fait que vos valeurs ne changent pas, mais comment sont affichées à l'écran, ça, c'est changé. Fait que vous pouvez utiliser l'outil ici qui s'appelle Min-Max Gamma. Ça vous ajoute un petit outil qui a l'air de ça. Puis on va juste cliquer dans l'image, puis avec le bouton Shift, là, on peut changer finalement la hauteur. Là, si vous voyez dans la barre de statut qui est ici, pendant que je le fais, vous voyez un chiffre qui change de 0,6 à 0,4. Donc ça correspond au gamma que vous avez sur vos microscopes si vous avez, par exemple, un confocal Zeiss ou Leica. Normalement, dans l'histogramme, il y a une façon d'ajuster la valeur du gamma comme ça. Fait que de cette façon-là, j'ai pu voir la galaxie, puis maintenir une étoile qui n'était pas trop brillante. Je peux, par exemple, aller changer un petit peu le fond aussi, comme ça, puis changer l'intensité totale de mon image, comme ça. Je vous montre une dernière façon, puis ensuite, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le gamma, puis l'autre méthode de façon visuelle avec un graphique. Donc, une dernière façon de le faire, c'est de corriger de façon locale, spatialement, avec un gamma différent, point par point dans l'image. Pour faire ça, on va utiliser le CLAHE, OK, qui est une méthode d'augmentation du contraste local. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va baisser un petit peu le 16 comme ça, puis on va mettre une pente plus haute parce plus vous mettez une pente haute ici, maximum slope, plus finalement vous permettez une grande correction. Fait que 15, c'est assez haut là, dans ce cas-là, mais on ne voit presque pas la galaxie. Puis je vais enlever fast. Donc on va. Oups, c'était pas sur la bonne. Désolé. Je vais le refaire sur elle. C'est ici. Voilà. Ok. Je vais me refaire une copie de ma galaxie que je vais traiter avec le gamma pour qu'on puisse comparer les trois méthodes. OK? Fait que si j'ai un peu saturé l'étoile, par contre, j'ai vraiment augmenté beaucoup localement la visualisation de la galaxie. Ça va pour tout le monde? Ça doit être correct. Je vais Ouais, vous pas de montrer. question. Oui, OK. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le gamma pour qu'on comprenne ce qu'on voit en ce moment. OK? Fait qu'on va aller faire un histogramme de notre image. Comme ça ici, on peut utiliser le raccourci H ou aller ici dans histogramme. OK? Fait que si j'ai un histogramme, fait qu'on voit que la plupart de mes valeurs sont très basses, puis il y a quelques valeurs qui valent plus. OK? Qu'est-ce que je vais faire en ce moment pour vous montrer qu'est-ce qui se passe avec le gamma? C'est qu'on va se faire une ligne le long de la barre de couleur qui est en noir et blanc ici. Et puis, on va faire plot profile, OK, qui est ici, qui va me donner la valeur d'intensité de ma barre de couleur. Vous pouvez faire ça avec plein d'autres choses. On en parlera un peu plus tard. OK? Fait qu'ici, je vais mettre l'histogramme en live, puis je vais mettre ma barre comme ça en live. Là, vous voyez que ça ne suit pas une courbe droite. Si je vais sur mon outil gamma ici, puis je vais faire un reset sur le gamma. Euh, sur- Reset, comme ça. Voilà. Fait que la barre elle redevient droite.
Fait que mon image de base, c'est comme ça ici. Puis là, quand je vais traiter le gamma, je vais finalement rehausser de façon non linéaire les valeurs les plus faibles alors que je ne touche pas au max. Si je veux bouger le max comme tel, je peux le faire comme ça ici, ou je peux le faire aussi avec ça ici. OK? Même chose pour le min. C'est bon? Fait que c'était tout ce que je voulais vous montrer pour rehausser le contraste. Fait que ça arrive souvent en reproduction, par exemple, sur les ovules, qu'on va avoir des cellules de cumulus qui sont très brillantes par rapport au cytoplasme de l'ovule, parce qu'ils ont pratiquement la même quantité de matériel, mais vraiment dans plus petit. Fait que généralement, il faut appliquer une correction gamma. Si vous appliquez des corrections gamma sur vos images finales que vous présentez ou qui vont dans vos articles, il faut le mentionner, puis il faut mentionner quel facteur a été utilisé. Fait que si vous avez un gamma de 0,4 ou 0,5, il faut le mentionner dans la légende de l'image. Sinon, ça peut être considéré comme de la fraude scientifique. OK? Mais on peut l'utiliser là, tant que c'est bien mentionné. Euh, bon, je pense que je vais sauter quelques éléments parce qu'il se fait tard déjà. Je vous montre un petit peu comment faire des projections 3D, des projections orthogonales, des choses comme ça. On va ouvrir Mitosis. Celui-là. Fait que, quelque chose qui revient souvent, par exemple, ici en Z, j'ai différentes profondeurs. Et puis j'aimerais ça avoir toute l'information sur la même image parce que c'est une vidéo. Puis là, je veux pouvoir voir la vidéo, mais de toutes les Z en même temps. Fait que première chose qu'on va faire très fréquemment, c'est Z Project ici. Puis utiliser la projection d'intensité maximale sur tous les frames. Voilà. Ici, si je reviens là, je vais faire reset pour pas que ça soit trop brillant parce qu'il était mal ajusté. Chose ici. OK. Puis là, j'ai tous mes frames sur une seule image. OK? Fait que j'ai tous mes frames de Z, puis ceux en temps restent séparés. Fait que je peux me faire un petit vidéo comme ça. OK? Une autre chose que je pourrais vouloir faire avec ça, c'est par exemple un montage de mon vidéo. Si je veux faire un montage de mon vidéo, typiquement, là, je vais le convertir en RGB parce que j'y touche plus. C'est pour créer ma figure finale. Fait que je vais la mettre comme ça, en RGB. Et puis, on peut aller ici dans Stack, Make Montage. Puis là, par exemple, on va se dire que j'aurai 4 colonnes, 3 rangées, un scale factor que je vais laisser à 1. Ça veut dire que je ne veux pas diminuer la taille de l'image. Euh, et puis, on va y aller juste comme ça, avec peut-être une bordure de 5. Puis mettre un label. Quelque chose comme ça. OK. Il y a différentes façons de mettre des labels sur vos images. On peut par exemple utiliser stack label ici. Puis par exemple, on pourrait y mettre une valeur de temps. Si on communait l'intervalle de temps ici, on pourrait lui dire, ben, génère-moi un petit horloge dans le coin pour qu'on voit c'est quoi le temps réel du vidéo que je vais présenter comme une figure aplatie, là, finalement. On peut vouloir aussi mettre une scale bar. Par exemple, là, ici, moi, je vais la mettre sur la numéro 45. Je sais que c'est ma dernière. Fait que je vais aller dans Tool, Analyze Tool et Scale Bar. Je vais mettre une Scale Bar comme ça, qui ne sera pas en overlay parce que je veux qu'elle soit intégrée à mon image finale. Comme ça ici. Et puis là, je vais revenir faire mon montage. Oups. Mes montages. Et puis, oups, un petit peu. On va faire un incrément de 4. Ça. OK. Fait que là, ma scale bar se trouve à être seulement sur la dernière comme je l'avais voulu. Puis là, j'ai ma séparation comme ça. OK, c'est le genre de petit projet qu'on peut faire. Sinon, je vais vous montrer comment manipuler plutôt des images qui sont en 3D.
Il nous reste peu de temps, William. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de continuer ou voulez-vous que je couvre certaines affaires plus précises? Sinon, moi, je suis bon pour continuer encore une demi-heure s'il y en a qui veulent rester. Ouais, de mon côté, moi, il n'y a pas de problème à continuer plus tard, mais s'il y a des gens dans le groupe qui veulent adresser des questions, ben, vous pouvez les adresser tout de suite, puis au pire aller, on pourra continuer après, là. Ouais, c'est ça. S'il y en a qui doivent quitter, n'hésitez pas à me poser votre question tout de suite. Puis après ça, j'irai avec le reste du contenu. Good, j'ai Alison qui aurait une Oui? question. OK. Tu peux aller, Oui, Alison. allô, est-ce que vous m'entendiez? Oui, oui. Ok, parfait. J'ai peut-être une question un peu, je ne sais pas si je l'ai manqué, mais c'est un peu plus spécifique à ce que moi je veux faire. C'est d'utiliser le plugin Lipid Droplet Counter, Ouais. mais j'arrive pas à réussir à avoir des valeurs qui sont, je sais pas, fiable. Moi, j'utilise ça pour les embryons, puis avec Mhm. les images du confocal, mais j'arrive pas à avoir je ne sais pas ce qu'il me demande quand j'essaye d'utiliser ce plugin. Genre, il me demande des voxels puis tout ça, puis je sais Oui, vraiment pas oui. c'est quoi. Ben, je m'en suis déjà servi par le passé pour des embryons aussi. Ok, Puis on avait eu des bons résultats avec ça. Fait que, c'est un petit peu compliqué, puis ça va être un peu technique, puis il n'est pas déjà installé sur ma version ok, ici. Mais ce que je te dirais, fais juste me contacter par courriel, ouais, ok, puis on se planifiera un petit 30 minutes par Teams, puis je ok. vais pouvoir répondre à tes questions à ce moment-là. Ah, parfait, ce sera génial. Ouais, c'est ça. Tu m'envoies tes fichiers d'avance. Ok. Je pourrais te faire une démo qui est fonctionnelle après, là, parce qu'effectivement, disons, il est un peu mal fait, le plugin. Il aurait besoin d'être peaufiné. Fait qu'il y a des choses qu'il faut comme calculer un peu. Uh-huh, Entre ouais, autres, le ratio XYZ, ouais, faut comme aller lui rentrer ouais, à un exact. endroit, là. Fait que c'est pas Ok, super clair. Ouais. ouais. Ok, ben ça sera génial. Puis ouais, je vais vous contacter. Malheureusement, je peux pas rester, mais je vais vous contacter pour par rapport à ça. Parfait. Alison, j'ai mis le courriel d'Alexandre dans le chat si Oui, tu veux le prendre. parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à OK. vous deux. Ça Puis fait plaisir. merci pour l'atelier. Cool. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres gens qui ont des questions? C'est J'ai bon? rien d'autre qui a popé, fait que tu peux OK. continuer. Fait que je continue dans l'ordre, puis si vous avez si vous devez partir à un moment ou un autre, ben faites juste m'interrompre, puis je peux par exemple faire une petite partie sur un sujet que vous voulez plus voir, là. Sinon, je vais continuer où j'étais rendu, c'est-à-dire de parler de la visualisation 3D. Fait qu'ici, on va ouvrir Flybrain, qui est un cerveau de drosophile, comme ça. Et puis, dans le fond, ben, je vais vous montrer comment le visualiser en 3D. C'est un bon exemple là, qui est facile à visualiser. Fait que première façon la plus simple, c'est d'utiliser dans Stack et 3D Project ici. Puis on garde les paramètres par défaut, sauf Interpolate qu'on va mettre tout le temps. Euh, et puis ça va nous créer une rotation sur l'axe Y en 3D comme ça. OK? Ce serait la première chose qu'on pourrait faire rapidement pour visualiser quelque chose en 3D. Des fois, si vous avez des besoins particuliers, peut-être on peut vouloir voir une partie, une coupe transversale à un endroit. On peut utiliser Orthogonal Slice. Fait que ça, c'est dans le menu Stack ici. D'ailleurs, n'importe quoi que vous cherchez, vous pouvez toujours écrire ici, tu sais. Orthogonal View. Puis là, là, on voit dans quel menu il est, mais on peut l'exécuter, tu sais, directement comme ça aussi. OK? Fait que ça me fait des coupes à l'endroit où il y a la croix jaune. Là, on peut aller visualiser comme une coupe orthogonale de cet endroit-là. Si on déplace dans l'autre fenêtre, ben là, c'est comme si on changeait la slice qui est actuellement visualisée. Fait que c'est quand même très pratique pour avoir un petit coup d'œil rapide. Si par exemple, vous voulez faire une coupe, mais pas dans l'axe XY, pas dans l'axe droit, dans un axe arbitraire, disons une coupe comme ça, là, on peut aller dans, je pense que c'est
Ou c'est dans HyperStack? Ah, ici. So, il y a Radial Reslice puis Dynamic Reslice. Fait que Dynamic Reslice, ici, ça a l'air de ça. Fait que là, ça va vraiment me faire une coupe en temps réel en suivant, tu sais, où je me trouve. Vraiment, tu sais. Fait que c'est quand même pratique. Autre chose qui est pratique, c'est de faire un Radial Reslice. Je vais vous montrer encore qu'est-ce que ça fait. C'est ça ici. Alors, on va lui demander de tourner à partir du milieu. Fait qu'il va prendre la barre jaune que j'ai là, puis il va faire 360 coupes en tournant. OK? Puis ensuite, il va créer un petit vidéo à partir de ça. Fait que là, on est capable d'avoir finalement, toutes les orientations possibles dans un nouveau stack, comme ça. OK? Fait que ça, c'est des choses qui sont, disons, simples pour visualiser. C'est qu'on prend notre image qui est vraiment une image standard, puis finalement, on va la couper pour créer d'autres images standards, mais qui vont créer finalement un rendu 3D. Et si on veut avoir un vrai 3D viewer, on peut aller dans Plugin, puis utiliser le 3D viewer qui est ici. Puis là, on va avoir vraiment une visualisation complète. Là, ça demande quelle image on utilise. On laisse tout ça par défaut, sauf le resampling. Je vais le mettre à 1. Si on met un resampling de 2, je pense qu'il va comme réduire le nombre des pixels. Puis si j'ai du vert, du rouge, j'ai pas de bleu. Fait que je vais comme enlever le bleu ici. Et puis là, on voit bien mon image en 3D. Euh, des petites choses avec ce plugin-là. Par exemple, vous pourriez vouloir retravailler les couleurs. Vous pouvez aller ici dans Transfer Function. Ça ressemble à l'espèce de courbe que je vous avais montré tantôt qui était linéaire. Puis là, manuellement, on peut la rendre non linéaire en dessinant dessus. Fait que si par exemple je voulais mettre un gamma en vert, je vais comme juste dessiner quelque chose qui est non linéaire comme ça. Ça va créer un gamma pour le vert. Ou on peut changer, par exemple, la faire arrêter à une certaine hauteur ou la faire arrêter plus haut, comme ça, pour être vraiment plus brillante. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser les transfer functions. On peut aussi faire des vidéos. Euh, Fait que si on peut faire record une rotation à 360 degrés, il va tourner, puis il va fabriquer une vidéo à partir de ce qu'il a fait. Euh, Ça a l'air d'avoir bugué, peut-être parce que je suis sur Zoom, mais normalement ici, ça vous auriez le vidéo, là. Je pense que c'est à cause que je suis en share screen que ça l'a fait bugger. Fait qu'en gros, c'est ça pour le 3D Viewer. Il existe d'autres plugins encore plus avancés, comme le Big Data Viewer, mais que ça prendrait une formation juste pour ça. Euh, Sinon, j'aimerais vous montrer une dernière façon de visualiser des choses, tu sais, de plus haute dimension, des vidéos par exemple, puis qu'on veut les ramener sur une seule image. Fait qu'on va ouvrir ici, dans Simple, on va ouvrir Tracks, qui est finalement des microsphères qui se déplacent dans le temps, puis qui vont se séparer comme ça. Ok, ça, c'est le genre de projet qu'on a déjà fait dans du cumulus où on suivait des particules qui se déplaçaient le long des projections transzonales. C'est difficile de mettre une vidéo dans un article scientifique dans lequel il n'y a pas de supplementary data. Fait que des fois, on veut pouvoir rendre la vidéo sur une image fixe. Quelque chose qu'on peut faire, c'est d'aller faire du color coding. Je vais vous montrer comment. Je pense que la première étape que je ferais, c'est enlever le bruit de fond, qui est quand même vraiment fort ici. Fait que pour enlever le bruit de fond, on va juste avancer le minimum comme ça, jusqu'à temps qu'on n'ait plus trop de bruit de fond. Puis ici, normalement, je ne fais pas Apply, mais là, dans ce cas-ci, je vais le faire parce que je veux vraiment transformer mon image. Et quand vous faites Apply sur Brightness Contrast, ça va changer les valeurs physiquement de votre image. Ça te donne un warning avant. Donc là, c'est fait. Et puis ici, je vais aller dans Hyperstack puis Temporal Color Code. Là, on peut mettre différents choix, Fire ou Spectrum ou quelque chose comme ça. Puis on va lui demander de nous mettre une barre
pour nous indiquer qu'est-ce qu'il a fait. Fait que ça, c'est en fonction du temps. Fait que j'avais 50 frames. Fait que le premier frame est rouge, le dernier frame est aussi rouge, puis il va traverser toutes les couleurs en chemin. Fait que là, ça fait comme une composition du mouvement de ces micro-billes-là qui se sont déplacées. OK? Fait que c'est des façons de rendre un petit peu plus statique, quelque chose qui serait dynamique comme une vidéo. Pour les figures, ben, j'ai déjà montré un peu tantôt comment faire des figures. Il y avait une affaire que j'avais sauté, c'était Figure J. Je pourrais vous montrer un petit peu cet outil-là. Dans Plugin, ici, normalement, il devrait être déjà installé si vous avez le Action Bar, il va venir avec. Par exemple, on va lui demander de faire New, on va se faire une nouvelle image. Puis là, ce qu'il va te demander, c'est vraiment la taille sur l'article scientifique, comment il va être imprimé, puis le nombre de DPI. Typiquement, on laisse toujours le DPI à 300 points par pouce. Fait que là, on peut lui dire, ben, en centimètres, j'ai, mettons, 12 par 8 centimètres. OK? Fait que là, il va me faire une image de cette taille-là. Puis moi, par exemple, je pourrais décider que je veux, je sais pas, dans ma figure, je veux 5 panneaux. T'sais. Fait que si je vais venir, je vais la séparer en deux. Puis disons le panneau du bas comme ça, lui, je vais dire de se séparer en trois. Fait que si je vais mettre trois, puis je vais faire split avec la ligne droite pour que ça soit séparé en trois. Puis après, dans chaque panneau, ici, je vais aller assigner des images. Fait que là, je peux aller dans ma banque d'images, dire, ben là, ça va être cette image-là qui va être là. Ça, c'est des fibres de collagène. Je double-clique. Là, l'image va apparaître là. Ici, je vais assigner une autre image différente. C'est des amibes. OK, fait on peut comme se construire une figure comme ça. Puis par exemple, on pourrait mettre une scale bar juste sur une ou sur plusieurs. Puis il va comme maintenir le lien avec l'image originale. Puis même, on peut changer un petit peu l'endroit si on veut bouger des affaires. On peut l'annoter de façon non destructive avec des overlays qui sont tous inclus dans ce plugin-là. Fait que je vais juste vous en parler un petit peu comme ça, mais je ne rentre pas dans le détail parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais ça, c'était Figure J qui vient aussi avec Action Bar déjà ensemble. Je pourrais parler un petit peu d'analyse morphologique puis de segmentation. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, des noyaux ou des cellules à segmenter, vous voulez caractériser les grosseurs. Donc, encore là, je vais ouvrir une des images en exemple ici, qui s'appelle juste Blob, qui est bon, une image qui représente à peu près rien, je crois, là, mais qui est un bon test pour visualiser ça. Ah oui, information importante, quand vous avez loadé Figure J, il y avait plein d'outils qui sont apparus ici. OK? Puis quand on le ferme, les outils disparaissent, puis nos outils de base ne reviennent pas. Et pour ramener nos outils de base, on va faire Restore Startup Tool. Puis là, nos outils de base vont revenir. Fait que chaque plugin est comme autorisé à écrire dans cette sélection d'outils-là, puis à mettre finalement les choses qu'il y a besoin pour que le plugin fonctionne comme il faut. Fait que c'est à vous à le ramener après. Fait que ici, qu'est-ce qu'on va faire sur le blob? Comme ça, on va essayer, par exemple, d'aller segmenter les blobs noirs, puis de faire des caractérisations de leur taille, puis de leur forme. Est-ce qu'ils sont plus circulaires ou qu'ils sont plus allongés? Euh, Fait que première étape, ça va être de faire un threshold. On va aller ici, Adjust Threshold, comme ça ici. Puis on va s'assurer, dans le fond, que tous nos blobs sont bien correctement rouges. Puis là, je vais faire Apply. Quand je fais Apply sur le threshold, c'est destructeur. Donc, ça va changer mon image. Ça va transformer mon image en un masque qui vaut soit 0, soit 255. C'est comme si c'était des 0 et des 1, là, finalement. C'est que soit il y a un blob, soit il n'y a pas de blob à cet endroit-là. Puis c'est ça que la fonction Analyze Particle a besoin pour travailler. Fait qu'ensuite, je vais ouvrir Analyze Particle ici. Puis je vais y rentrer des grosseurs. Là. Il me dit quelle grosseur ça a en pixels. Est-ce que quelle circularité tu veux mesurer? Puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben moi, je ne sais pas la grosseur que je veux. Fait que d'abord, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais aller me tracer un très petit rond. Mettons ce petit rond-là ici. Moi, je considère que lui, il est trop petit puis je ne le veux pas.
Fait que je vais aller le mesurer à peu près. Puis je vais faire la touche M pour le mesurer. Fait que là, j'ai sa taille ici. Il vaut 32 de area, celui-là. Parfait. Puis je vais aller aussi mesurer un qui est vraiment trop gros, là. C'est par exemple un gros comme ça. On va le mesurer. Le area, il fait 5000 de celui-là. Parfait. Fait que là, je sais que de 32 à 5000, c'est pas mal mes valeurs maximum. Je veux pas qu'ils prennent autre chose. Fait que ici, je vais aller le dire va de 32 à 5000. Pour la circularité, ben 1, ça serait une sphère parfaite, puis 0, ça serait une ligne complètement droite qui serait le contraire d'une sphère. Fait que moi, je veux des sphères, je veux pas des trucs trop allongés. Fait que je vais le dire à partir de 0,7 jusqu'à 1, c'est bon. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Toutes les options. Exclude on edge. Ça, c'est sûr que ceux qui touchent au bord, ils ont des formes bizarres. Fait que ça va être pas intéressant d'analyser les formes. Fait que ceux-là, on les enlève. Puis je vais faire Add to Manager. Là, je fais OK. Vous voyez, dans le ROI Manager, ROI, c'est pour les régions d'intérêt, Region of Interest. Il m'a sélectionné plein de choses. Ceux-là ici, il ne les a pas sélectionnés parce qu'ils sont trop allongés. Celui-là, il ne l'a pas sélectionné parce qu'il était trop petit. Maintenant, je voudrais retourner sur mon image de base puis aller faire des analyses avec ça. Tu sais, je ne veux pas juste analyser mon masque qui est tout en noir puis tout en blanc. Fait que je peux fermer ça ici. Puis je peux rouvrir encore Blob. Et puis, je vais pouvoir faire Show All puis appliquer ce qui est dans le ROI Manager sur mon image d'origine. Puis là, par exemple, si je les sélectionne tout avec CTRL-A, puis je fais mesure, je vais pouvoir aller avoir l'intensité lumineuse de chacun de ces blobs-là qui sont numérotés. C'est bon? On pourrait peut-être vouloir mesurer d'autres choses, par exemple des formes, la circonférence, le diamètre, des choses comme ça. Je vais aller ici dans Set Measurement. Puis là, je vais ajouter d'autres choses. Par exemple, les shape descriptors, ça va me dire si c'est plus rond, si c'est plus carré, c'est comment. Le diamètre, il appelle ça le ferret diameter. On peut ajouter ça. On peut ajouter plein de choses. Le périmètre. Puis là, je dois reprendre. Fait que là, je vais faire clear. Puis je dois reprendre. Fait que je fais measure encore. Puis là, maintenant, j'ai plein d'autres tables. Puis ici, on peut exporter ça dans Excel en CSV. OK? Fait que c'est bon pour des analyses de type particules comme ça. Si jamais vous avez des particules qui sont très petites et qui ne peuvent pas être analysées facilement avec un threshold ou quelque chose qui est irrégulier, que le threshold ne serait pas très beau, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est utiliser Find Maxima. Fait que je vais ouvrir encore Tracks qu'on avait tantôt, les petits points comme ça. Et puis, je vais vous montrer comment ça marche avec Find Maxima. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est regarder votre point, il y a quelle brillance? 246, puis le fond est autour de 30. C'est-à-dire que j'ai environ 200 de plus sur mon point que sur mon fond. Et je vais ici dans Process et Find Maxima. Puis ici, j'avais mis 190. Je peux faire Preview. Puis là, on voit avec les petites croix qui trouvent les points. Puis là, je peux aussi, dans le fond, les ajouter dans le manager euh, comme une sélection, puis utiliser ça ensuite pour faire des mesures à partir des points seulement. Ça serait tout pour les analyses morphologiques de base. Sur cette même image-là, je pourrais vous montrer quelque chose qui est de l'analyse de bruit. Quand vous avez pas mal de bruit comme ça dans le fond, des choses que vous pouvez faire, c'est soit utiliser différents filtres ou des filtres pour enlever le bruit, comme Despeckle, par exemple. Il va venir enlever un petit peu le bruit aléatoire qui est présent, surtout quand on met un confocal avec le gain trop fort. Ça va enlever un petit peu de ce bruit-là. On peut aussi ajouter des filtres comme un filtre gaussien. Le filtre gaussien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rendre l'image floue dans une certaine mesure, mais de façon contrôlée. Normalement, ça va enlever un petit peu du bruit en même temps. Ça va faciliter certaines analyses. D'un autre côté, votre image va être moins nette. Mais des fois, pour aller sélectionner des particules, si le fond est un peu flouté, ça va aider.
Puis finalement, Subtract Background, qui est très utile ici. Vous pouvez, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se promener avec ça s'appelle un rolling ball. C'est comme un, un item qui va se déplacer dans l'image, puis qui va regarder localement s'il trouve qu'il y a du background, puis qu'est-ce qui est le plus visible à cet endroit-là. Puis il va essayer de rehausser l'image. Vous voyez la différence, ça c'est après, puis ça c'est avant. Qui va vraiment aller atténuer le fond. On peut utiliser aussi ça, Sliding Paraboloid, quand on a des grosses choses. Ça va permettre de. C'est un peu plus net. Au lieu d'utiliser un carré, ça va utiliser euh, une fonction qui est une paraboloïde. Euh, donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer un petit peu l'image avant de la traiter. Euh, pour compléter ça, je vous parlerai des analyses d'intensité. Tantôt, on avait analysé l'intensité de nos blobs. Une chose que je veux mentionner, c'est que c'est important de garder en tête qu'est-ce qu'on analyse quand on analyse une intensité. J'ai juste fait un petit rappel ici. Euh, Fait que si on avait deux blobs, par exemple, si on analyse le area, ces deux blobs-là auraient la même valeur parce qu'ils ont la même grosseur, même s'il y en a un qui est beaucoup plus brillant que l'autre. Fait que si on a fait une analyse purement morphologique, puis l'intensité de nos fluorophores n'est pas importante, ça, c'est deux objets équivalents. Si on analyse, par exemple, mean intensity dans les choix qu'on avait, ben, un petit point comme ça serait tout à fait équivalent à lui. Parce qu'on ne considère pas le area, on ne considère pas la taille de l'objet, on y va pixel par pixel, puis on regarde la valeur de chacun des pixels. Si on regarde la densité intégrée, qui est souvent, c'est ça qui est le plus important, puis qu'on va vraiment vouloir comparer, c'est qu'un petit objet très brillant, tu sais, par exemple, si on veut comparer l'expression des protéines, on veut la quantité intégrée. Tu sais, si notre volume est plus petit, mais que c'est beaucoup plus brillant, ça va être équivalent à un volume plus gros, moins brillant. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est multiplier finalement le area par le main intensity, puis là, on va avoir une intensité intégrée comme ça. OK? Fait que ça, il y a des façons de le faire dans Set Measurement que je vous avais montré tantôt. Voilà pour cette chose-là ici. Je suis rendu à la fin de la présentation où je vais expliquer les choses plus avancées comme les macros, puis finalement la gestion de Action Bar que je vous avais montré tantôt, puis ça va être la dernière chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des besoins particuliers autres avant que je me lance dans ce dernier petit 10 minutes-là peut-être? Rien de mon côté. Parfait. Fait que je vous montre un petit peu comment enregistrer une macro. Si vous faites quoi que ce soit qui est très répétitif sur Imager, il y a de fortes chances que vous n'avez pas besoin de le faire, puis dans le fond, vous pouvez l'automatiser. Pour ceux qui sont à l'aise en programmation, ça va être simple pour vous. Puis pour les autres, il y a quand même beaucoup d'aides, puis un outil fantastique qui s'appelle le Macro Recorder, que moi je me sers quotidiennement qui permet finalement d'utiliser l'interface graphique pour générer du code, puis ensuite on manipule ce code-là, puis on le place à l'intérieur de notre plugin qu'on s'est fait. Fait que, par exemple, là, on va refaire la même séquence que j'ai faite il y a quelques secondes. Fait que, par exemple, je vais ouvrir Blob ici. OK? Fait que là, vous voyez, il y a une ligne de code qui s'est ajoutée. Ça dit Run Blob. Là, on va faire un threshold. Ah, là, j'ai fait le brightness contrast, c'était pas ça que je voulais faire. On va faire un threshold et on va faire apply. OK? Fait que là, il m'ajoute du code vu qu'il a vu qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, on va faire Analyze Particle. On va garder nos mêmes settings comme ça. Puis ensuite, on va sélectionner tout dans le manager. Et puis, on va faire
On va réouvrir notre image encore. On sélectionne tout et on fait mesure. OK? Fait que si je veux automatiser cette séquence-là qu'on vient de faire, pour la fin, je vais tout fermer ça. Et on va créer les résultats. OK. Fait que là, on va se créer une macro. Dans la macro, il va y avoir tous ces items-là. Fait que ce qui est en vert avec les 2 slash, c'est des commentaires. Fait que c'est pas nécessaire. OK. Puis ici, en fait, ouais, peut-être ça ne marchera pas parce que ça sectionne plus. Je vais juste la rouler pour voir, là. Ouais, fait qu'on peut y aller ligne par ligne pour voir qu'est-ce qui cloche. C'est souvent ce que je vais faire. C'est ici. Fait que je parie que le début est correct. Fait qu'on peut faire CTRL-SHIFT-R pour rouler le début comme ça. Ça se fait automatiquement. Après ça, on rouvre encore Blob. Et on peut faire Select All. Template, ROI Manager. Bon, parce que je n'avais pas effacé la fois d'avant. OK. Que lui, ils sont tous sélectionnés. Et puis, là, on va faire la mesure comme ça. Et voilà. Là, mon code ressemble à ça ici. On reprend du début, puis qu'on efface tout. On efface tout comme ça. Et puis, on roule le code au complet. Et voilà. Là, on a notre analyse automatique qui s'est faite complète avec ce code-là. OK. Si par exemple, je voulais aller mettre ce code-là dans un bouton, puis l'exécuter, je vous ai parlé un petit peu en début des action bars. Je vais vous en montrer une. Fait que, par défaut, moi, j'en ai mis une dans le dossier plugin de Libis. Fait que si on ouvre Show Folder Plugin comme ça, et puis qu'on va dans ULaval, il y en a un qui s'appelle Test ici. Donc, si j'ouvre celui-là ici, on pourrait par exemple ajouter un bouton, puis ajouter un bouton qui permet d'exécuter la fonction qu'on vient de faire. OK? Fait que si j'en ai un qui s'appelle Test Function, puis un peu plus bas, dans Test Function, ben ici, j'avais écrit 1 plus 1 égale 2. Fait que si je l'exécute, puis je pèse sur Test Function, ben, le résultat est 2. OK? Mais si par exemple, je voulais aller lui mettre ma macro à l'intérieur, à la place, et
Ça va être ma macro. On a juste à sauvegarder ça. On le ferme, puis je vais réexécuter ça ici. Puis quand je vais faire, je vais vérifier que le ROI est vide. Genre, vide. Et quand je vais réexécuter test function, il a refait toute la macro que je lui ai demandé de faire. OK, fait qu'à peu près n'importe quoi que vous pouvez faire sur Imager, vous pouvez l'automatiser de cette façon-là. Vous pouvez vous créer des boutons, puis vous faire un mini plugin grâce aux action bars comme ça. Ça vous permet finalement de sauver pas mal de temps, là. N'importe quoi qui est très répétitif peut être automatisé de cette façon-là. Fait que ça conclut ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions? Peut-être pour une prochaine fois, un workshop sur quelque chose de plus particulier là, qui serait plus avancé, par exemple, ou sinon des sessions individuelles pour des besoins précis. Je- J'écoute vos suggestions si vous en avez. Moi, j'ai dans les commentaires que c'était une bonne présentation. Merci. Dans le chat. Good. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des besoins particuliers qui vous viennent en cours d'analyse, puis qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ben, contactez-moi. Puis tu sais, on peut se prendre 1 heure à distance là, en réunion, puis je vais vous montrer comment utiliser certains outils. Puis, c'est toujours pratique comme ça. Yes, ben merci beaucoup, Alexandre. C'était vraiment très intéressant. Puis je pense que ça va avoir répondu à beaucoup de questions des personnes qui étaient Parfait. présentes. Fait que, ben, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.